autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine marquée par l'annonce par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres mercredi dernier du lancement d'une campagne d'information et de sensibilisation à l'endroit des étrangers hors CEDEAO pour qu'ils se munissent de la carte de résident. La nouvelle a suscité bien de commentaires, on en parle évidemment dans cette émission. Le gouvernement ivoirien a aussi décidé de rouvrir les frontières terrestres. Quelle incidence et impact sur les relations intra-pays? À suivre à l'avis de nos analystes. Au menu également, le décryptage de la tournée dans le département de Kani du premier vice-président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, Stéphane Kipré, n'a pu animer vendredi son meeting dans la commune de Morondo. Dans l'actualité ouest-africaine également, nous évoquerons la fin de mandat du président sénégalais Macky Sall à la tête de l'Union africaine. Il a passé la main au président des Comores, Azali Assoumani, et en toute fin d'émission, l'affaire Ousmane Sonko. Des images, vous le savez, devenues virales sur les réseaux sociaux montrant l'opposant sénégalais sorti de force de sa voiture et ramené chez lui en fourgon blindé de la police après avoir comparu au tribunal. Actualité évidemment très chargée qui nous attend ce soir et avec moi en plateau. Landry Couillot, il est juriste, analyste politique, formateur à l'École nationale d'administration. Docteur Ongoran Bangali, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Professeur Simplice Dion-Yodé, enseignant en philosophie politique, président de l'Association des professeurs de philosophie de Côte d'Ivoire, qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Kabré Yamba, il est journaliste indépendant, correspondant de presse. Enfin, Dao Sekou, qui est consultant, formateur, interprète et traducteur. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. L'ONESI a annoncé lundi l'ouverture d'un service pour l'établissement de la carte de résident à son agence principale d'Abidjan Plateau, une annonce qui a également rappelé les coûts de cette carte pour les différentes catégories de ressortissants étrangers, ce qui a provoqué la réaction de quelques activistes et opposants. Retour sur l'histoire de la carte de résident en Côte d'Ivoire, c'est un sujet de Mardoché Kouassi. Messieurs, on en parle juste après. L'histoire de la carte de résident en Côte d'Ivoire est partie de la loi numéro 2002-03 du 3 janvier 2002 qui instituait la carte de résident pour les ressortissants hors CEDEAO lorsque le séjour est supérieur à 3 mois. Cette carte est réactivée le 13 avril 2017 par le Conseil des ministres, puis rentre officiellement en vigueur le 4 octobre 2017. Une entrée en vigueur qui met fin à la délivrance du titre provisoire de séjour délivré de façon transitoire. L'établissement des cartes de résident biométriques pour les étrangers hors CEDEAO a effectivement démarré en 2017. Le service n'était alors assuré que par l'agence ONESI Prestige des deux plateaux Vallon et un partenaire privé de l'ONESI, jusqu'à l'annonce lundi dernier de l'ouverture d'un service pour l'établissement de la carte de résident à l'agence principale ONESI d'Abidjan Plateau. Aussi, la tarification fixée par les décrets numéro 2002-332 et numéro 2002-333 du 13 juin 2002 relatifs aux conditions d'obtention des titres de séjour demeure en vigueur, à savoir 300 000 francs CFA pour les autres ressortissants hors CEDEAO, 150 000 francs CFA pour les Français et 35 000 francs CFA pour les religieux et coopérants français. Les coûts contre lesquels s'insurgent notamment l'activiste Nathalie Yamb et Justin Katinan-Koné, porte-parole du PPACI. La première condamne le fait que les Français paient moins que certains Africains, quand le deuxième estime que c'est une manœuvre pour le gouvernement pour renflouer les caisses de l'État. Monsieur, pourquoi l'invitation des étrangers hors CEDEAO à se procurer, à se munir de cette carte de résident suscite autant de commentaires, autant de débats? Monsieur le juriste. Déjà, d'un point de vue technique, il n'y a pas de débat. La preuve, lorsque vous écoutez l'argument des activistes, ils n'évoquent pas, ils ne sont pas contre le fait que la carte ait été instituée, puisqu'elle ne date pas de maintenant. La carte de résident telle qu'on la connaît ici, depuis 2017, a été réactivée, parce qu'entre-temps, 2002, le décret de 2002 et l'ordonnance de 2007 l'instituaient pour autant. Aujourd'hui, la question se pose sur le coût de la carte. Est-ce que le coût convient?
Est-ce que depuis 2002, il y a nécessité de reviser les coûts d'acquisition de cette carte? Voilà la question qui se pose en réalité. Sinon, techniquement parlant, le fait que la carte soit instituée ne pose aucun problème, encore que dans sa nouvelle formule, elle voudrait être aux mêmes normes que la carte nationale d'identité. Tu avais dit une carte biométrique, à l'effet de pouvoir avoir un document sécurisé et permettre à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir réaliser de manière efficiente sa politique d'identification des personnes sur le territoire national. Il est important de rappeler à toute fin utile qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des nationaux. Il y a des non-nationaux et parmi les non-nationaux, il y a des ressortissants de la CEDEAO et il y a ceux qui sont hors CEDEAO. Maintenant, lorsque j'entends l'argument selon lequel c'est pour renflouer les caisses de l'État, j'en ris, puisque depuis 2002, ces montants ont été fixés. Lorsqu'on fixait ces montants, le but, c'était pourquoi? Si ce n'était pas pour renflouer les caisses de l'État. Excusez-moi, mais j'ai envie de pousser des rires, parce que l'argument ne tient pas du tout. Partout dans le monde entier, cette démarche, elle est faite, certes, pour pouvoir sécuriser, pour pouvoir avoir une visibilité très claire sur les personnes qu'on a sur son territoire, mais il y a aussi la manne fiscale. On a besoin d'avoir des rentrées fiscales et donc on ne peut pas présenter cet argument. Là où la réflexion doit pouvoir se faire, c'est au niveau du coût. Pour dire, est-ce que de 2002 à aujourd'hui, l'évolution même des relations en termes d'intégration africaine ne sont pas telles qu'il n'y a pas nécessité de voir autrement? Puisque la démarche aujourd'hui au niveau des institutions sous-régionales et continentales, c'est de faciliter l'intégration. Est-ce qu'aujourd'hui, le ressortissant français le ressortissant français et le ressortissant d'un pays hors CEDEAO ne mériteraient pas d'avoir des prix beaucoup plus équilibrés, plutôt qu'on ait 150 000 francs et 300 000 francs de l'autre côté. Voici la réflexion qui a lieu d'être faite, qui ne mérite aucunement une certaine polémique. C'est juste à froid s'asseoir et de rappeler à toute fin utile que l'État de Côte d'Ivoire est souverain, à l'effet de pouvoir négocier de manière bilatérale avec des États africains, à l'effet de pouvoir considérer, la dynamique de leurs relations économiques, leurs relations historiques et tout autre aspect qui pourrait permettre de voir s'il y a la nécessité de pouvoir revoir les coûts. Dans tous les cas de figure, la Côte d'Ivoire est un pays attractif et cela suscite donc l'intérêt de nos frères africains du centre de l'Afrique du Sud de venir jusqu'à nous. Donc on pourrait bien sûr appeler l'attention du gouvernement ivoirien pour dire, tant que nous sommes désormais attractifs, n'est-il pas intéressant pour l'argument de l'attractivité et celui de l'intégration africaine de pouvoir réviser les coûts pour qu'on ait plus de personnes venir s'installer en Côte d'Ivoire et faire les affaires? Un argument qui est avancé, en tout cas parmi les activistes, vous l'avez entendu dans le reportage, c'est de dire qu'il est inconcevable que des Africains, bien qu'ils soient hors CEDEAO, paient plus cher que, par exemple, des Français. Docteur Mbangali Ngoran, comment vous réagissez? Je pense que dans la mesure où la carte de séjour a deux vocations possibles. La première, la carte de résident. La carte de résidence, bon, pour tourner la page de la première appellation qui fait remonter des souvenirs de 1991 qui ne sont pas de bons souvenirs. La carte de résidence a deux vocations éventuellement. La première, c'est d'établir une comptabilité de tout ce qui est représentant des pays étrangers sur le territoire national. Mais au-delà de ça aussi, c'est une mesure qui peut être négociée au travers des accords bilatéraux entre deux pays pour établir des critères, des conditions pour favoriser une nationalité parce qu'on vise en retour à avoir des dividendes économiques. Et c'est dans ce sens-là que des pays comme la Côte d'Ivoire ont décidé de négocier avec le patronat français parce que l'accord en question qui est cité en 2002 a été signé avec le patronat français. Ça veut dire quelque part qu'il y avait un but économique derrière parce que jusqu'à ce que la Chine détrône la Côte d'Ivoire, pardon, la France, la France était le premier marché, le premier client de la Côte d'Ivoire. Donc il était tout à fait normal qu'il y ait des conditions particulières pour faciliter le flux de capitaux, mais aussi le flux de personnes entre les deux pays. Mais je pense que même en considérant la question sous un autre angle, en essayant de comparer ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire et ce qui s'est fait dans les autres pays de l'Afrique, je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas véritablement de leçons à recevoir parce qu'en la matière, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus libéraux parce que quand vous prenez par exemple, disons, les catégories telles que le Cameroun par exemple, entre autres, gère, vous avez un tarif pour les ressortissants des pays frontaliers au Cameroun et puis pour tous les autres
qui ne viennent pas des pays frontaliers au Cameroun, ils sont mis dans la même catégorie, qu'ils soient français, qu'ils soient maliens, qu'ils soient ivoiriens. On les appelle des ressortissants étrangers tout court et non ressortissants des pays frontaliers. Et donc, mais même quand vous allez au-delà de cet aspect-là, au-delà de cet aspect, il y a la question de la tarification. Le titre de séjour, par exemple, au Cameroun, concernant justement les ressortissants qui ne viennent pas des pays frontaliers au Cameroun, est de 120 000 francs, renouvelables chaque 2 ans. Ce qui suppose que par an, ça revient à 60 000 francs. Et quand vous prenez la carte de résident que vient d'instituer la Côte d'Ivoire ou encore que la Côte d'Ivoire vient de relancer, ce sont les mêmes 60 000 francs, mais seulement multipliés par les 5 ans, c'est ce qui donne 300 000 francs. Donc finalement, quand on met cet argument dans la balance, on se rend compte que la Côte d'Ivoire a agi plus ou moins par réciprocité. Parce que sur les relations internationales, quand il n'y a pas d'accord qui contraignent les différentes parties à aller dans une certaine modération par rapport aux conditions concernant ce domaine-là, mais ce qui agit, c'est la réciprocité. Aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un pays attractif. On rappelle que c'est le pays de convergence de tous les flux migratoires, qu'ils soient intra-régionaux ou interrégionaux. Et donc, c'est un pays, évidemment, sur qui tout le monde a le regard. Je pense que la même mesure aurait été prise par la Mauritanie. Personne n'en parlerait parce qu'il n'y a pas de flux migratoires qui soient intéressés de se fixer sur le territoire mauritanien. Et donc, je pense qu'on en parle surtout parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui intéresse pratiquement toute la sous-région, au-delà même de donc pour vous, l'argument selon lequel des Africains sont défavorisés au profit de certains Européens, ça ne tient pas la route du tout. L'argument ne tient pas parce que je pense que c'est la faute à l'Union africaine qui n'a pas de politique liée par exemple à l'identité. Particulièrement, au-delà même de l'intégration économique et tout, il n'y a pas de politique de vision claire au niveau de l'Union africaine qui puisse apporter une réponse en termes de favoriser la circulation des citoyens entre les différents pays. C'est vrai qu'il y a la question de la ZLECAf qui est en construction, la zone de libre-échange, mais l'accent est surtout mis sur la circulation des biens. À ce stade-là, il n'y a pas encore de passeport unique. Ça y est en projet dans l'agenda 2067 de l'Union africaine. Ça y est encore en projet, mais c'est un projet très lointain. Mais avant cela, ce qui est à court, c'est des négociations de manière bilatérale de pays à pays, de sorte que on pose la condition, si vous abolissez par exemple le visa d'entrée sur votre territoire de nos citoyens, en retour, par réciprocité, nous en faisons de même. Si par exemple vous fixez les conditions d'accès pour le titre de séjour à 10 000 francs de façon symbolique, nous en faisons de même. Donc pour le moment, le problème est réglé de manière bilatérale, quitte à ce que plus tard, l'Union africaine puisse, comme la CEDEAO, emboîter les pas de la CEDEAO, parce que de 1979 à 1993, la CEDEAO a fait signer 6 protocoles à ses États membres pour que, bien sûr, chacun d'entre eux aille dans le sens d'harmoniser la politique. Et même là encore, ce n'est pas gagné, parce que quand vous allez, par exemple, aujourd'hui au Ghana, même si vous êtes en transit sur le territoire, dès que vous franchissez la frontière, il y a des checkpoints de l'immigration où systématiquement, tous ceux qui sont dans le véhicule descendent et automatiquement, il y a une somme déjà fixée que vous êtes obligé de payer. Que vous ayez une carte nationale, que vous ayez un passeport, que vous ayez un visa, peu importe, systématiquement vous payez. Et il y a au moins 2 checkpoints avant Cape Coast. Voilà. Et là encore, ça concerne des citoyens de la CEDEAO. Donc je pense qu'en la matière, la Côte d'Ivoire n'a vraiment pas de leçons à recevoir parce que c'est un des pays les plus libéraux en la matière. Très bien. Kabré Yamba, réaction? Oui, tout à fait d'accord. En partie avec M. Dr Bangali, la Côte d'Ivoire n'a pas de leçons à recevoir en termes d'immigration, d'ouverture, d'intégration. Ce qui est ressorti ici, c'est que quelque part, les gens sont en train de s'imaginer que c'est une des lois de sanctions ou des lois de discrimination à partir des événements récents, alors que la carte de séjour intervenue en... Quand vous dites événements récents, vous faites allusion à quel événement précisément? On parle un peu du contexte des crises dans la sous-région avec la CEDEAO, les pays en transition qui sont en train de... Là, on parle de la Côte d'Ivoire, pays souverain qui prend des voies qui concernent... Non, je parle des activistes, de la réaction de certains activistes qui pensent que la Côte d'Ivoire est libre de prendre des lois concernant son pays, c'est la politique d'immigration. Ça n'a rien à voir des sanctions. Pour moi, les lois même sont de sorte pour
permettent aux individus d'être en paix ou bien de pouvoir vivre en harmonie avec les frères. Donc ceux qui pensent peut-être que ces lois sont des lois de sanctions, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, mais je suppose qu'il y a quand même des situations qui ont été analysées. Mais ce que je vais faire ressortir pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est un cas d'exception. Dr Bangali le dit, la loi de la réciprocité dans la gestion du monde est normale, mais la Côte d'Ivoire est un cas d'exception. La Côte d'Ivoire, c'est un cas particulier en termes d'immigration. On l'a dit la dernière fois, même pour les États-Unis, c'est un autre cas. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, c'est une politique d'intégration exceptionnelle en Afrique et dans le monde. On l'a dit à partir avec le président Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, on a eu la suppression de la carte de séjour. Et aujourd'hui, si la carte de résident intervient dans un autre contexte qui permet que la politique migratoire de la Côte d'Ivoire soit régulée, gérée, et tout, on peut comprendre. Mais il ne faut pas voir derrière une politique de sanctions, une politique de discrimination. C'est ce que je ne veux pas faire ressortir. Et après cela, disons-nous très clairement, nous sommes des Africains et la politique d'intégration africaine doit être mise en exergue, comme le Dr Bangali l'a dit, pour que les peuples se retrouvent, vivent ensemble. Pour moi, la notion de territoire, de nation, c'est des concepts vraiment qu'il faut amener petit à petit à les assouplir pour qu'on puisse avoir des espaces de communauté, des espaces de vie beaucoup plus intégrants, beaucoup plus solidaires. C'est vrai qu'on va parler tout à l'heure de l'Union africaine qui a vu à sa tête un passage de flambeau, mais Dr Bangali le rappelait à juste titre. On ne perçoit pas tout de suite la vision de l'Union africaine ou encore d'autres organisations sur les questions d'identification, de migration et tout le reste. C'est bien d'ouvrir cette porte-là. Dao Sekou, réaction ? Moi, je m'explique difficilement cette levée des boucliers par rapport à la décision prise par les autorités ivoiriennes de faire établir la carte de résident. Tout pays sérieux se doit de mettre en œuvre des mécanismes qui puissent lui permettre de juguler le flux migratoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a longtemps démontré aux yeux du monde que c'est un pays hospitalier. Le dire, c'est une lapalissade, c'est une réalité. Mais la politique d'intégration ne doit pas être un blanc-seing au désordre. C'est vrai, nous sommes pour la politique d'intégration, mais il importe que nos autorités également fassent mains et pieds pour réguler ces flux migratoires en Côte d'Ivoire, surtout avec le péril djihadiste qui rôde aujourd'hui dans nos frontières. La Côte d'Ivoire ne peut plus se permettre le luxe d'accepter n'importe qui, n'importe comment sur son territoire. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que le trop grand flux d'étrangers non identifiés crée des problèmes communautaires ici en Côte d'Ivoire. Donc, dans un premier temps, la carte des résidents apporte une solution à cela. À travers cette carte-là, les autorités ivoiriennes auront la possibilité d'identifier tous ceux qui entrent sur le territoire ivoirien, à l'effet de mieux les contrôler. Figurez-vous qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, n'importe qui rentre en Côte d'Ivoire, il s'érige en commerçant, il s'érige en transporteur, il s'érige en homme d'affaires. On ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas son passé. Peut-être qu'il a un passé carcéral très lourd dans son pays d'origine. Il rentre en Côte d'Ivoire, on ne le connaît pas. Ça, c'est un danger même pour la population ivoirienne. Donc, je pense qu'au lieu de polémiquer là-dessus, cette décision est à saluer. Aux États-Unis, dans tous les pays développés, la carte de résident est une obligation. On ne peut pas aujourd'hui arriver dans un pays développé et rentrer comme ça n'importe comment. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui vise à être un pays émergent, un pays quand même qui compte en Afrique, suit les autres pays pour permettre quand même d'avoir un regard net sur tous ceux qui rentrent sur son territoire. Très bien. Malik Diarra nous appelle des deux plateaux. Malik Diarra, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diarra-Souba. Vous n'avez aucun problème, vous, avec la carte de résident, évidemment. Pour vous, il faut que la durée de cette carte soit en rapport avec la durée du visa du non-ivoirien qui entre sur le territoire. Effectivement, après lecture du texte, j'ai remarqué que la demande de carte de résident, automatiquement, dès que vous l'obtenez, vous avez une période de 5 ans, c'est-à-dire sur le titre qui vous est délivré. Pourtant, je peux avoir un visa de 6 mois et de 1 an, dès que je rentre en Côte d'Ivoire, et je fais ma demande, j'aurai une carte de résident de 5 ans. Pourquoi 5 ans? Je pourrais me balader sur le territoire ivoirien pendant 5 ans, sans me rendre devant l'autorité compétente pour lui rendre compte chaque année.
Et je trouve que c'est trop, parce que notre passage dans certains pays, on nous autorisait à résider, mais chaque année, on devait aller renouveler ces documents, moyennant de l'argent. Très bien. Merci en tout cas pour votre contribution. Professeur Simplice Dion-Yodé, merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Quel est votre avis sur cette question qui a tant suscité beaucoup de commentaires et sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours? D'un côté, il y en a qui estiment que les Africains, bien qu'ils soient hors CEDEAO, ne devraient pas payer plus cher que des Européens, notamment des Français. Alors moi, j'avoue ma finitude sur cette question de carte de résident parce que je pense qu'en principe, ça ne devrait pas être un problème. Malheureusement, c'en est un. C'est une question d'abord de souveraineté. Deuxièmement, j'ai le sentiment qu'on demande un peu trop à la Côte d'Ivoire quand même. Comment? Parce que ce qui vient d'être dit tout à l'heure, le flux migratoire, la sociologie même de la Côte d'Ivoire, la tradition d'hospitalité de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça me fait penser à cette image-là que j'ai lue chez Amadou Ampateba. Ce vieillard qui a un fardeau qu'il n'arrive pas à porter, il va dans la forêt, il ajoute sur le fardeau, il s'assure bien qu'il ne peut pas le porter, il va encore, il surajoute. C'est de l'inconséquence. La Côte d'Ivoire a déjà fait beaucoup en termes d'intégration. La Côte d'Ivoire a reçu beaucoup, mais on ne peut pas encore demander à la Côte d'Ivoire de ne pas établir des cartes de résidents, et même quand on en établit, de revoir les coûts, les prix. Je pars du principe qu'aucun gouvernement sérieux ne peut s'auto-saborder. Donc je pense que si cette mesure-là arrive maintenant ou est appliquée maintenant, c'est parce que le gouvernement a jugé utile que cela soit. Et je pense qu'il faut mettre cela au crédit du gouvernement. Voilà ce que je peux dire déjà. Très bien. Si on peut Cabré? dire, je voulais rebondir par rapport à ce que Professeur Dion disait. En fait, je suis très d'accord avec lui. Mais comme je l'ai dit, le cas de la Côte d'Ivoire est un cas d'exception. Je vais vous faire un petit résumé. Très rapidement. Voilà. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a à peu près 25 millions d'habitants. Dans les 25 millions d'habitants, si vous enlevez les Ivoiriens, c'est-à-dire vous mettez de côté les Ivoiriens qui n'ont aucun lien, aucun rapport, aucun lien fraternel, filial avec des étrangers, vous allez vous retrouver peut-être avec 10 millions d'Ivoiriens. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un cas particulier. On va pas faire... Je vous laisse la responsabilité de vos chiffres. On va pas faire un recul. On ne sait pas sur quoi vous vous basez pour avancer ces chiffres, mais en tout cas... La Côte d'Ivoire est libre de prendre des lois par rapport à la gestion de l'immigration. C'est normal, tout à fait d'accord. Mais son cas d'exception doit être promu, doit être divulgué, doit être tenu comme tel. Nous devons encourager la Côte d'Ivoire à rester dans cette optique, dans cette exception qui est une exception mondiale qu'on doit pouvoir apprécier. Très bien. André Couillot? OK. Au-delà de l'aspect technique qui a été brillamment évoqué et étalé ici, on ne peut pas non plus s'affranchir du contexte et de la dimension politique concernant ce sujet. Et lorsque vous avez des personnes qui enflent la polémique sur les réseaux sociaux, c'est bien à des fins politiques. Vous savez, on se sert, comme mon voisin disait, on se sert d'un contexte particulier à l'effet d'inquiéter des populations et envenimer ou pourrir des relations diplomatiques avec certains pays. C'est aussi simple que ça. La Côte d'Ivoire, c'est un nombre très important de ressortissants du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Techniquement parlant, cette mesure ne les concerne pas puisque leurs pays sont encore membres de la CEDEAO. Mais dans la perception et dans la projection, on se dit, attention, ils projettent d'en sortir. Il n'y a même pas une semaine, ils faisaient une déclaration de ce genre. Par voie de conséquence, cette mesure-là, ramenée au goût du jour, pourrait concerner ces millions de personnes-là qui, du coup, dans leur quotidien, vont se sentir inquiétées. Je tiens à rassurer les uns et les autres. Deux choses. La première des choses, c'est qu'au-delà des tensions qui existent entre nos pays frères frontaliers, qui sont le Burkina, le Mali et la Guinée, et la CEDEAO, jusqu'à présent, ils sont membres de la CEDEAO et il n'y a aucune confrontation à ce niveau-là. Deuxième chose, ça veut dire que quand bien même, dans l'hypothèse qu'ils sortiraient de la CEDEAO, ils seraient concernés par cette mesure-là, mais dire que la Côte d'Ivoire a une tradition diplomatique et qui est celle de pouvoir entretenir des relations
intelligente, apaisée avec ces pays frontaliers. Et la possibilité pour un État comme le nôtre de négocier de manière bilatérale ces questions-là va forcément entrer en ligne de compte parce qu'on a une diplomatie intelligente. Donc, même si on allait dans l'hypothèse que ces pays sortaient de la CEDEAO, nous avons une diplomatie, nous avons des responsables, nous avons un gouvernement qui ira vers ces structures-là et de gouvernement à gouvernement. Nous aurons donc à négocier de sorte à ce que les relations fraternelles, historiques et économiques qui lient nos pays et qui sont déterminés par la présence de ces ressortissants-là puissent aider les uns et les autres à conserver des relations assainies et parfaites. Alors, docteur Bangali Ngoran, on a parlé effectivement du timing. Kabré Yamba rappelait à souhait que certains y voient une mesure justement pour répondre justement à cet esprit de fédération dans les esprits de certains Ouest-Africains. Pour vous? Oui, je pense réaction que... Est-ce que le timing... Le timing n'a pas été bon parce que si vous avez suivi l'actualité par les années passées, on a dit ici que cette mesure-là existait depuis 2002. Elle a été relancée en 2017 et réactivée dans la forme de cadre biométrique en 2017. Mais à toutes ces différentes échéances-là, il n'y a pas eu cette levée de bouclier-là. Parce qu'à cette occasion, ça n'a pas coïncidé avec ce genre de crise-là. Aujourd'hui, mais je veux quand même dire un mot sur un aspect que j'ai omis d'aborder tout à l'heure quand j'ai pris la parole. Concernant l'exploitation, on accuse la Côte d'Ivoire de vouloir faire une exploitation économique des ressortissants étrangers sur son territoire. Il est vrai qu'au niveau de l'Afrique, pas seulement que de la sous-région, la Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique qui reçoit les flux migratoires. Et c'est une exception parce que c'est le seul pays en Afrique qui officiellement détient sur son territoire près de 25% des ressortissants étrangers. Mais la Côte d'Ivoire ne fait pas une exploitation économique de cette présence massive pour la simple raison que la carte des résidents dont nous parlons ne concerne que les ressortissants hors CEDEAO qui ne représentent à peine que 25% de ce contingent-là. 75% des ressortissants étrangers sont des ressortissants CEDEAO. Et la Côte d'Ivoire... qui ne sont pas soumis, faut-il le rappeler, à cette carte de résidence. Ne sont pas soumis. Je pense que la Côte d'Ivoire avait la latitude de violer ses engagements vis-à-vis de la CEDEAO parce qu'il y a des pays à l'intérieur de la zone CEDEAO qui ne respectent pas leurs engagements. Par exemple, on prend le cas du Ghana. Au Ghana, que vous soyez ressortissant CEDEAO ou hors CEDEAO, vous payez la carte d'identité d'étranger qui coûte $120. Vous payez en plus le permis de résidence qui coûte $500 et en plus vous payez des frais médicaux de $120. Le total fait $740, c'est-à-dire 453 000. Et chaque année, vous devez renouveler, que ce soit la carte d'identité de résidents étrangers, vous devez la renouveler chaque année à $60 et vous devez également renouveler le permis de résident chaque année à hauteur de $60, ce qui fait déjà en plus du premier paiement de plus de 400 000 francs, une somme de $120 au total que chaque année vous devez payer. Et je pense qu'à ce niveau-là, la CEDEAO a mis en place du temps du gouvernement d'Europe, Christian Kaboré, qui avait abrité cette réunion, une task force pour mettre une pression supplémentaire sur les mauvais élèves de la sous-région. Donc, je me dis que, parce que cette jurisprudence de ces pays qui ne respectent pas ces 6 protocoles qui ont été signés par la CEDEAO existent, la Côte d'Ivoire aurait pu, par réciprocité, se prévaloir de ce que les autres ne respectent pas, ces accords-là, et puis s'appuyer là-dessus pour imposer le même titre de séjour à des ressortissants hors CEDEAO qui concernent quand même 75% du contingent présent sur son territoire. Dans ce cas de figure-là, on aurait pu penser que la Côte d'Ivoire souhaite faire une exploitation économique, parce que là, ça concerne un monde un peu plus important. Mais à partir du moment où cette mesure ne concerne que 25% des étrangers sur le territoire, on ne peut pas mettre en avant l'argument d'exploitation économique. C'est cela, très bien. Alors, monsieur, avant de poursuivre, il y a monsieur Begré d'Amanzon qui nous appelle. Bonsoir, monsieur Begré. Bonsoir, monsieur. Alors, pour vous, instituer ou relancer cette carte de résidence est une bonne chose, mais vous estimez qu'il faut plus de sensibilisation. Oui, il faut plus de sensibilisation, comme le dit très bien un de vos invités. Aujourd'hui, il n'y a pas de données véritables sur cette question. Or, les Ivoiriens, quand vous regardez très souvent, vous m'entendez? On vous entend très bien, allez-y. Voilà, quand vous regardez dans la sous-région, qu'il s'agisse aujourd'hui en Côte d'Ivoire des marchés publics, vous avez toutes les entreprises ou la quasi-totalité des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire qui ont des marchés en Côte d'Ivoire sans problème.
Vous avez au niveau du foncier, vous allez dans les pays maghrébins, c'est difficile pour un nom national d'avoir tout de suite accès à la terre. Donc il y a beaucoup de choses en Côte d'Ivoire qui sont dévolues au nom national sans problème. Et aujourd'hui, nous allons vers cette carte de résident qui peut-être pourra être une solution à l'identification du flux migratoire ou des étrangers en Côte d'Ivoire. En soi, c'est quelque chose c'est une activité souveraine. La Côte d'Ivoire peut disposer de cela comme elle l'entend. Il faut tenir compte, malheureusement, aussi, comme l'a dit, de la donne sociologique et du positionnement stratégique de la Côte d'Ivoire par rapport à un certain nombre de pays. C'est pour cela que j'ai parlé de sensibilisation, de montrer les différents cas de figure dans les pays en Afrique, dans l'espace CEDEAO et dans les autres zones de l'Afrique et faire des comparaisons pour que personne n'en ignore. C'est ce qui a manqué à l'appui de cette décision, sinon en soi c'est une bonne décision. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Begré, de nous avoir appelés pour donner votre avis évidemment sur ce sujet. Dernier tour de table, messieurs, avant de passer à autre sujet. Oui, je voulais vraiment répondre par rapport à très rapidement le docteur Vangali, l'opportunité du timing. L'opportunité du timing, c'est ce qui pose un peu problème. C'est-à-dire, qui suscite la polémique. Peut-être pas poser problème, mais susciter la polémique. Sur la souveraineté de l'action, elle est indiscutable. C'est cela. Et ensuite, l'aspect économique, je ne sais pas si c'est effectivement l'objectif qui est visé par le gouvernement. Sinon, ça ne peut pas rapporter une manne financière aussi conséquente. Comme il vient de le démontrer à travers son analyse. Voilà, donc du coup, je ne vois pas cet aspect-là. Si l'opposition pense que c'est un truc économique, mais même si c'était le cas, à supposer que les trois pays sortent de la CEDEAO et se retrouvent confrontés à cette situation où ils doivent payer... Mais en plus, là où il y a une grosse confusion, c'est que ces trois pays, puisqu'ils figurent de la CEDEAO, ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. Ouais, donc du coup, ils sont membres de la CEDEAO. Il faut rappeler qu'on est dans une sous-région aussi en proie à beaucoup de rumeurs, à beaucoup de manipulations, soit dit en passant. Sinon, voilà, si effectivement cette mesure était en vigueur en raison des conflits que la Côte d'Ivoire a eu notamment avec le Mali et en perspective de la fédération qui est en gestation, ça ne tient pas la route parce que ces pays-là ne sont pas concernés par la carte de résident. Messieurs, entre autres sujets cette semaine, la réouverture des frontières terrestres en vigueur depuis jeudi dernier, elles étaient fermées depuis le 22 mars 2020, vous vous souvenez, pour lutter contre la crise sanitaire du Covid-19. On voit ce sujet de la rédaction et on en parle juste après. C'est une bonne nouvelle pour la mobilité des hommes et des biens. Les frontières terrestres ivoiriennes, closes du fait de la crise sanitaire de Covid-19 depuis mars 2020, sont à nouveau ouvertes pour le bonheur des voyageurs. C'est une décision du gouvernement prise en Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement a expliqué les motivations de cette réouverture à l'issue du Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, au regard donc de l'évolution favorable de la situation sanitaire mondiale et de la reprise de l'activité économique, les frontières aériennes et maritimes ont été ouvertes. Dans cette même dynamique, le décret donc adopté ce jour fixe l'ouverture des frontières terrestres pour compter du mercredi 15 février 2023 à minuit. Cette décision de réouverture des frontières terrestres intervient surtout après donc, la maîtrise des voies secondaires de passage clandestin par nos forces donc, de sécurité et permet ainsi une redirection des voyageurs vers les passages officiels de traversée afin de pouvoir assurer un meilleur contrôle du flux migratoire. La Côte d'Ivoire est frontalière du Libéria, de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso et du Ghana. Des millions de personnes originaires de ces pays, vivant sur le sol ivoirien, devaient emprunter des chemins détournés pour se rendre dans leur pays d'origine. Beaucoup de citoyens ouest-africains avaient souffert de cette fermeture des frontières. Finalement, c'est un ouf de soulagement. C'est un sujet sur lequel nous n'allons pas nous appesantir. Rapidement, un tour de table. Landry Couillot. Déjà, il faut pouvoir saluer cette mesure-là, puisque je regarde du côté des populations des localités frontalières,
donc des Ivoiriens qui ont beaucoup souffert, particulièrement les jeunes qui représentent entre 50 et 60% de ces populations-là, qui entretenaient des relations ou des commerces en termes d'échange de marchandises. Donc la fermeture des frontières pendant 3 ans leur a fait perdre énormément en termes de manne financière. Je pourrais aussi saluer leur résilience, puisque bon nombre d'entre eux auraient pu rester dans l'attentisme, dans une attitude passive, mais se sont plutôt reconvertis à d'autres métiers. Je voudrais aussi que l'on puisse saluer l'apport qualitatif des autorités coutumières, politiques et administratives, puisque ces populations auraient pu se rebeller. Elles auraient pu revendiquer violemment parce que c'est une situation difficile, mais on a observé qu'il y avait plutôt une calme, une discipline, pas qu'il y avait du contentement, mais parce qu'on a toujours cru, on a toujours eu confiance en ces autorités, en leur discours, en leur pédagogie, en leur accompagnement. Mais ce qu'il va falloir faire aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire se veut une Côte d'Ivoire solidaire. Pour les populations du nord de la Côte d'Ivoire, populations qui sont dans des zones dites fragiles et surtout minées par le terrorisme, il y a un apport de l'État de Côte d'Ivoire dans l'aide à l'entrepreneuriat orienté au niveau des jeunes. Je crois qu'on peut le faire aussi pour ces populations de ces localités frontalières de l'Est et de l'Ouest de la Côte d'Ivoire qui ont tout aussi souffert et qui ont besoin de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire pour relancer leurs activités économiques et commerciales. Il s'agit des jeunes et des femmes et je crois que la Côte d'Ivoire solidaire saura apporter une réponse efficace à cet effet. Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que la fermeture des frontières dans un premier temps, c'était vraiment un calvaire pour les populations. En termes social et économiques, c'était des populations qui se fréquentent régulièrement et dû à la Covid-19, ces frontières ont causé beaucoup de peine à ces populations. Mais on est pratiquement dans la même logique du thème, hein, c'est-à-dire l'intégration, la communauté, la vie en communauté. C'est la même logique. Pour moi, je ne m'identifie pas au concept de frontières et de nations. Très sincèrement, c'est ma conception de la vie. On a un philosophe qui est là, on a des juristes quand même des historiens qui savent un peu comment le monde a évolué jusqu'à ce qu'on arrive là. Moi, je ne m'identifie pas au concept de frontières et de nations. Je veux un monde où des gens se rapprochent, se fréquentent et vivent ensemble. La fermeture des frontières a occasionné beaucoup de difficultés pour nos populations. Et cette réouverture fait en sorte que des gens qui se fréquentaient, qui avaient des liens familiaux, des liens fraternels, économiques, se retrouvent. C'est pas de gaieté de cœur que les frontières ont été fermées. C'est dû à un concept particulier. Et aujourd'hui, cette réouverture permet que les choses se reprennent de bon pied pour que les fréquentations sociales reprennent. Et pour moi, c'est une très, très bonne chose. Et je pense qu'on peut féliciter le gouvernement. Aujourd'hui, oui, mais s'il y a une vertu que les anciens attribuent à ceux qui gouvernent, c'est la prudence. La prudence, ça implique à la fois l'intelligence, la capacité de prévoir, d'anticiper. Et je crois que, comme les autres, hein, il faut féliciter les gouvernements dans beaucoup d'autres pays, mais principalement notre gouvernement, qui a su, face aux menaces sanitaires et sécuritaires, prendre des dispositions, a su mettre en place un dispositif stratégique de survie, de surveillance et d'alerte. Et je crois que c'est ce qui a conduit à tout cela. Que les frontières soient ouvertes, mais c'est une bonne nouvelle pour les commerçants, pour les peuples, parce que je rappelle encore une fois, le commerce, ce n'est pas seulement le commerce des marchandises, c'est le commerce des hommes. Et quand un homme passe une frontière pour aller dans une autre frontière, pour aller dans un autre pays, il va avec ce qu'il porte, ce qu'il a, il va avec ce qu'il est, et il va avec ce qu'il a dans sa tête. C'est la richesse de l'homme qu'il vous apporte, et je pense que c'est une très bonne chose. Très bien. Dao Sekou? Oui, je crois que c'est un ouf de soulagement, une véritable bouffée d'oxygène, cette ouverture des frontières. Parce qu'il faut le dire, la crise même de la Covid-19 constituait véritablement un boulet au pied même des différents gouvernements. Donc, puisque cela impactait négativement les activités socio-économiques des différents peuples, il fallait prendre des mesures idoines, comme tout à l'heure le professeur l'a dit, pour protéger sa population. Et c'est ce que je pense que les différents gouvernements ont fait. Cela n'a rien à voir avec des pratiques à l'encontre de l'intégration. C'était des mesures de prudence, des mesures préventives pour empêcher que le Covid prenne de l'ampleur, ce qui allait constituer encore un chaos dans les différents pays. Donc, cette réouverture des frontières, elle est à saluer. Elle va permettre aux activités qui étaient en stand-by de reprendre.
permettre encore aux différents peuples qui, depuis 3 ans, se regardaient derrière les différentes barrières au niveau des frontières, de renouer les différents contacts. Et je pense que cela va contribuer fortement à revitaliser encore les relations entre nos différents pays. Dernière réaction, docteur Bangali. Je ne dirai rien de contraire à ce qui a été déjà dit ici. On ne peut que saluer la mesure prise par le gouvernement parce que généralement, quand on ferme les frontières, ce qui se construit à la marge, ce sont les circuits de contrebande. Parce que c'est vrai que les frontières étaient fermées, mais la vie économique a continué. Donc, les opérateurs ont été dans l'obligation soit de se voir décerner des autorisations spéciales, parce que je me rappelle que pour nous qui sommes des chercheurs qui allons participer à les colloques dans la sous-région, désormais, il y avait une mesure nouvelle où si vous voulez traverser la frontière, il fallait d'abord aller au ministère de l'Intérieur, faire cacheter une autorisation pour pouvoir sortir du territoire. Mais ça, c'est ceux qui avaient les moyens de suivre ce circuit normal. Mais pour les commerçants, je dirais, les petits détaillants, eh bien, ils ont construit des circuits de contrebande parce que nous sommes dans des pays pour lesquels les frontières représentent des barrières symboliques. Et quand vous avez des frontières poreuses et que vous fermez l'entrée principale, eh bien, il y a des voies détournées. Et ces voies détournées-là desservent l'économie nationale. Donc, on ne peut que féliciter le gouvernement qui prend la décision, après, bien sûr, d'avoir constaté au niveau international, je dirais, une sorte de retombée de pression liée à cette pandémie, de revenir à une normalisation pour que finalement on mette un trait sur tout ce qui est circuit de contrebande pour que l'économie ivoirienne puisse, notamment à travers ses relations avec les pays frontaliers, collecter ce qu'il doit être collecté au niveau des différentes entrées tarifaires de notre pays. Très bien. Messieurs, dans l'actualité politique cette semaine, Stéphane Kipré, le vice-président du PPACI, chargé de l'implantation du parti et les membres de sa délégation ont été empêchés vendredi dernier de mener leurs activités politiques dans plusieurs localités de la région du Ourodougou, disent-ils, notamment à Kani, Tiesso et Morondo. L'émissaire de Laurent Gbagbo s'est rendu à la préfecture où il a exprimé son indignation au secrétaire général de préfecture et réclame du parti au pouvoir et de son président une condamnation officielle de ces actes. Comment vous réagissez à cet incident qui s'est produit à Kani notamment, Dao Sekou? A priori, interdire un responsable de parti politique d'accéder à un lieu sur le territoire ivoirien est condamnable. Je dis a priori. Mais en ce qui concerne le cas Stéphane Kipré, on n'a pas encore toutes les informations, tous les tenants et aboutissants de cette affaire. Ce que je retiens, c'est que selon des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, le camarade Stéphane Kipré a été empêché d'entrer dans une localité de Kani. Bon, l'acte en lui-même est condamnable. Maintenant, on va chercher à creuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Stéphane Kipré s'est conformé aux prescriptions avant, qui prévalaient avant d'aller à Kani? Bon, c'est des questions qui restent en suspens. On va chercher à creuser pour voir véritablement ce qui s'est passé. Sinon, l'acte en lui-même, il est condamnable. Tous les Ivoiriens, quels qu'ils soient, ont le droit d'aller partout sur le territoire ivoirien. On ne doit pas empêcher qui que ce soit, surtout un leader de parti politique, d'aller sur n'importe quelle partie du territoire national. Docteur Bangali? Ce ne sont pas des signes rassurants, surtout que nous sommes dans une année électorale. Dans une année électorale, mais avec l'approche également des élections présidentielles de 2025. Mais malheureusement, je pense qu'on en arrive à ce genre de situation quand au niveau des leaders politiques, il y a encore ces discours, je dirais, des discours régionalistes, des discours de chasse gardée par rapport à des circonscriptions qu'on souhaite garder fermées de toute intrusion de la concurrence extérieure, parce qu'on estime que si la compétition dans cette localité-là est ouverte, il y a la possibilité de voir apparaître dans le paysage d'une région qui était historiquement dévolue comme bastion du RHDP, voit émerger, je dirais, des points verts ou des points bleus, des points verts pour parler du PDCI, comme à Dabakala, avec Jean-Luc Billon, ou encore des points bleus comme à Couteau par le passé, avec l'ancien cadre de la RTI qui avait été
Mamadou Ben Soumaoro, qui avait été élu pendant les élections dans cette région-là. Je pense qu'il y a un travail de conscientisation des leaders politiques de la région. C'est une responsabilité de ces dirigeants-là de sensibiliser, je dirais, non seulement leur équipe, parce que généralement, quand il y a ce genre d'incidents, ne sont pas impliqués directement les autorités religieuses, parce que selon ce qu'on a eu comme récit, il s'agissait simplement d'aller présenter ces civilités aux chefs religieux de la ville. Et je ne pense pas que ce soit les proches du chef religieux qui aient opposé cette fin de non-recevoir, mais plutôt certainement des adversaires politiques qui ont cru qu'en se mettant en connexion avec cette autorité, cette porte d'entrée communautaire-là, qu'est la figure d'autorité qu'il allait saluer, éventuellement, il pourrait avoir l'opportunité de s'installer dans la région ou encore de mobiliser parce qu'il a officiellement l'assentiment des chefs religieux. Et je pense que ça a une signification plutôt politique, électoraliste que sociologique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tous les peuples cohabitent. Que ce soit les ressortissants du Nord, du Sud, quand vous arrivez dans les principales villes régionales, que ce soit au Nord ou encore au Sud, toutes les communautés cohabitent. Donc, moi, je suis de ceux qui croient qu'il n'y a pas de problème communautaire en Côte d'Ivoire. Il y a un problème dans le marigot de violence, dans le marigot politique, qui a tendance souvent à s'infiltrer dans le tissu social. Et donc, le problème est vraiment politique électoraliste. C'est au niveau des responsables politiques qu'il y a un travail à faire. Et puis, je pense que le peuple ivoirien, se fréquente, il n'y a pas de problème. Quand je vous entends, quand vous dites c'est dans le marigot politique qu'il y a un travail à faire, on le dit depuis bientôt 30 ans. On n'a pas l'impression d'avancer. Est-ce que vous partagez mon avis, professeur Dion? Ben, je suis bien d'accord. Hein. Ça attriste. Je ne sais pas, c'est l'un de nos compatriotes, Maurice Bandama, qui a écrit « La Côte d'Ivoire interdite ». Je ne sais pas. Mais il ne faut pas que la Côte d'Ivoire soit interdite aux Ivoiriens. Et c'est ça l'essence de la démocratie. L'espace démocratique, c'est comme un marché où on vient avec plusieurs articles et puis vous choisissez. Vous avez la capacité de choisir. Il ne faut pas fermer ses oreilles aux raisons du contraire. Stéphane Kipré parle, son parti parle, un autre parti parle, mais c'est vous qui, à la fin, décidez de quelle est la voie qui vous importe et quel est le chemin qui vous attire. Mais ce genre de comportement-là, ça pose la problématique de la culture démocratique dans nos pays. Et c'est ce que vous êtes en train de toucher du doigt. Est-ce qu'il y a une culture démocratique? Qu'est-ce que nous faisons pour que la démocratie, petit à petit, s'ancre dans les esprits des gens? Ça, c'est, comme a dit le docteur, c'est de l'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'il y a des hommes politiques qui sont là, à Abidjan, et puis qui se disent, mais est-ce que tu sais que tel leader politique va chez toi? Ah non, si tu le laisses partir là, c'est pas bon pour toi, hein, parce que ça veut dire que... Et puis tout de suite, là, 2 coups de fil, on dit à des jeunes, allez, il faut empêcher tel leader politique d'arriver. Mais ça, ce n'est pas de la démocratie. Il faut arrêter d'instrumentaliser les jeunes. Il faut leur dire qu'ils sont assez responsables, matures, ils sont capables de distinguer le vrai du faux, que Stéphane Kipré passe, qu'il aille dire ce qu'il veut dire. Ils ont la capacité de juger et de faire le bon choix. Très bien. Kabri Yamba? Là, je suis très, très inquiet, comme mes confrères l'ont dit. C'est très inquiétant de voir qu'en Afrique, et surtout en Afrique, le terrain politique s'exporte un peu partout. C'est-à-dire que ce soit dans la chefferie, dans la tradition, tout est politique. On n'a plus de citoyens, on n'a que des militants. Et l'intérêt politique du parti prime sur nos valeurs culturelles, nos valeurs traditionnelles. Et c'est très dangereux, c'est déplorable, c'est inquiétant. C'est la faute à qui? Je pense qu'un travail doit être fait. Comme il n'y a pas de culture démocratique, il n'y a pas de formation politique de la base, il faut former nos militants, il faut former les citoyens à la donne politique. Il faut former les Pour vous, c'est la faute à qui? C'est la faute aux dirigeants, aux politiciens. Aux hommes politiques? C'est tout à fait normal. Il y a les meilleures personnes capables de faire valoir cette culture démocratique sont les dirigeants qui ont... Donc vous dédouanez totalement les populations? Je ne dis pas que je dédouane les populations, mais je dis quand même qu'il y a un travail qui doit être fait à partir des dirigeants pour permettre la suite de suivre. Très bien. Si les politiciens ne prennent pas la mesure d'avoir un discours de sensibilisation, de vulgarisation du comportement citoyen,
il va falloir que, c'est clair que les gens vont suivre les leaders politiques dans des intérêts égoïstes et puis transformer le paysage traditionnel naturel en terrain politique constamment, et ce n'est pas bon. Landry Couillot? Alors, la semaine dernière, sur ce plateau, alors que certains célébraient le symbole, j'appelais l'attention des uns et des autres pour leur dire que ce symbole-là ne fait pas disparaître les attitudes, les préoccupations des Ivoiriens. Vous faites allusion au symbole de la présence d'Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara à la cérémonie de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. On n'aurait pas vu ça. C'est clair. C'est aussi simple que ça. Toute la Côte d'Ivoire a suivi ce prix, sauf que ça existe et que ça peut exister encore. Il va à profusion, et partout sur le territoire national. D'un point de vue juridique, et cela m'interpelle, je ne vais pas aller dans l'hypothèse selon laquelle il y a quelques manipulations. Moi, j'ai vu des personnes qui s'en vont en mission eux-mêmes. Ils n'ont même pas besoin d'un mot d'ordre d'un homme politique pour pouvoir agir par eux-mêmes. Donc, je ne peux pas dédouaner le citoyen. Parce qu'il ne faut pas croire que le citoyen ivoirien, il est intimement politisé. Et il a une vision politique étriquée. Il a encore ça. Donc, ça doit interpeller le ministre de la Réconciliation, M. Kakabé, pour dire, grand frère, il faut que tu te bouges. Il faut bien, parce que ce ministère doit faire sens. Et lorsqu'il voit ça, il doit plus que jamais interpeller pour dire qu'il faut être sur le terrain. Il faut aller parler aux gens, il faut les sensibiliser, parce qu'il ne faut pas croire un seul instant que les hommes politiques vont dégager leur budget à l'effet d'aller faire de la sensibilisation. De fond, on peut prononcer 2-3 discours, mais la sensibilisation de fond qui consiste à aller vers les militants, leur parler, non, ils ne le feront pas. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois des élections. La question est de pouvoir baliser sa zone électorale. La démarche aujourd'hui, c'est d'empêcher qu'il y ait quelques instructions, c'est de maintenir ces équipes en ordre de combat. Donc c'est M. Kakabé, ministre de la Réconciliation, qui doit être interpellé par cela et d'aller au-delà du fameux symbole pour dire que nous avons, et je le répète, on a un défi dans ce pays. Notre véritable challenge, on a réussi le challenge économique, on en est capable, on peut faire plus. On construit des ponts, on peut faire des ponts sous-marins. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte pour que cette Côte d'Ivoire-là ait à nouveau le blason redoré, c'est de prouver qu'on a gagné en maturité politique et que des élections, nous sommes capables de les organiser avec des principes démocratiques qui permettent à tout le monde d'être partout sur le territoire national, à porter son offre politique et qu'il n'y ait pas de risque de violence, de blessés et de morts. C'est de ça qu'il est question. Très bien. Monsieur qui nous appelle de Soubré, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est monsieur comment, s'il vous plaît? Kwasi Moïse. Monsieur Kwasi Moïse, pour vous, oui. sans vouloir forcément dédouaner ceux qui se sont rendus coupables de cet incident, le PPACI devrait revoir ses éléments de langage. Expliquez-nous. C'est clair. En fait, c'est quoi? C'est que c'est vrai qu'il faut condamner l'acte parce que dans un jeu démocratique, il faut permettre à tout le monde d'avoir accès au territoire national pour s'exprimer. Mais vous verrez que souvent aussi dans les expressions, il faut faire très attention. Parce que moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne sur mon territoire, comme cette nation, et puis venir insulter mon leader. Ce qu'on demande aux gens du PPACI, c'est de pouvoir donner leur point de vue par rapport au projet de société et ne pas insulter ou bien vilipender quoi que ce soit. Vous allez vous expliquer, vous dites ce que vous voulez faire en tant que PPACI. Voilà comment vous voyez pour le développement du pays. Voici vos actions, voici. Mais vous allez avec des propos antérieurs que les gens ont entendus. Est-ce que dans le cas d'espèce, est-ce que vous avez la preuve, s'il vous plaît, est-ce que dans le cas d'espèce, vous avez la preuve que le speaker, en l'occurrence Stéphane Kipré, a tenu des propos allant dans le sens de... Là, il faut voir ce qui s'est passé avant. Vous voyez, vous suivez un peu l'actualité, il y a les expressions de Kone Katina, il y a Stéphane Kipré, il y a aussi, chaque fois que les gars des PPS s'en vont, ils me disent... Allô? Monsieur Kwasi, vous nous entendez? Je n'ai pas exactement les preuves. C'est pour ça que je dis simplement qu'il y a eu plusieurs leaders qui se sont déplacés, il n'y a pas eu cet incident. D'accord. Moi, j'estime que si les gens du PPACI souvent se déplacent et qu'il y a ce genre de problème, ça veut dire que les gens suivent l'actualité, ils savent quels sont les propos qu'ils tiennent. Moi, vous ne pouvez pas venir chez moi pour insulter mon papa. Oui. Bon, d'accord. En tout cas, merci. On a bien enregistré votre point de vue. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis Soubré, Monsieur Kwasi. Landry Couillot, réaction très rapidement. Je vais appeler l'attention de tout. Est-ce qu'on a entendu son élément de langage?
Il dit, vous ne pouvez pas venir chez moi. La Côte d'Ivoire, c'est 363 000 km². On est tous chez nous en Côte d'Ivoire. C'est ça qui n'a pas compris. On est tous chez nous. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas innocent. C'est que les gens, et c'est largement répandu, ont le sentiment que leur village, c'est une portion de territoire, ils exercent une certaine souveraineté. De l'autre côté, il n'a pas tort, je ne parle pas des propos injurieux, mais le contexte aussi aurait aussi commandé une démarche, je ne sais pas si Stéphane l'a fait, mais d'envoyer déjà des émissaires. Parce qu'il y a le contexte lui-même. C'est important. Il ne faut pas négliger ce contexte africain. On vient de faire palabre. Même si sur place, on dit on est réconcilié, on ne va pas comme ça renouer les relations comme s'il n'y avait rien du tout. On y envoie des émissaires. Ce n'est pas mauvais. On peut ne pas faire l'économie de ça pour peu qu'on atteigne l'objectif, qui est celui de pouvoir aller dans une ville, rencontrer qui on doit rencontrer et pouvoir s'exprimer. Envoyer des émissaires. Les gars ils vont dire, ce qui arrive, c'est votre fils. Il s'est passé telle ou telle chose, mais désormais, là, c'est la Côte d'Ivoire. Il y vient avec sa bonne nouvelle à lui. Écoutez-le. Si vous êtes d'accord, OK? Si vous n'êtes pas d'accord, vous le recevez avec toute l'hospitalité. C'est important aussi de le faire. Il faut le rappeler à toute fin utile. C'est vrai qu'on est dans une démarche démocratique, mais il faut pouvoir se donner les moyens d'y ajouter les qualités africaines qui nous permettent de pouvoir faciliter les choses. Monsieur, une élection présidentielle, qu'elle se tienne en Côte d'Ivoire ou partout en Europe, en Asie, c'est un jeu à la fin de la journée. In fine, c'est un jeu. C'est une compétition. Voilà. Chaque candidat va présenter son programme, il estime qu'il peut bien gérer le pays, manager le pays comme il l'entend, et puis à la fin de la journée, les électeurs, les populations vont voter. On n'est pas dans ces cas de figure dans nos pays. Pas du tout. Comment on fait pour inverser la tendance, pour que les gens comprennent que c'est un jeu et le meilleur va l'emporter? Vous l'avez dit, ce travail doit commencer par les politiques, mais les populations, à un moment donné, doivent l'entendre. Oui, Dao Sekou. Ali, c'est une très bonne question. Le problème fondamental que nous avons en Afrique, c'est que les acteurs politiques eux-mêmes ne sont pas formés. C'est un drame, mais c'est une réalité. J'entends souvent qu'il est important de former les militants, mais on omet de dire qu'il est aussi important de former les acteurs politiques, puisque c'est à leur comportement que les militants regardent pour réagir. Or, qu'est-ce qu'il nous a donné de voir généralement en Afrique? Les acteurs politiques eux-mêmes sont pétris d'incompétences notoires. Beaucoup de qualités leur manquent pour être véritablement des leaders. Beaucoup d'entre eux sont des meneurs, ce qui est différent du leadership. Parce que le leadership, il y a une connotation positive là-dedans. C'est cela. Or, le meneur, c'est un fourre-tout. Un délinquant peut être un meneur, un criminel peut être un meneur, mais le leader, il y a des qualités, des attitudes, des aptitudes qui vont avec le leadership. Malheureusement, en Afrique, la plupart des responsables des partis politiques et par ricochet des chefs d'État ne sont pas des leaders. Ce sont des meneurs d'hommes. Qu'est-ce qui caractérise le leader? Il y a des qualités qui caractérisent le vrai leader. Il y a d'abord l'amour qu'il a pour son peuple. Il y a la compassion qu'il a pour son peuple. Il y a sa générosité vis-à-vis de son peuple. Il y a l'humilité, il y a la patience, il y a la tolérance. Il y a la tolérance, en fait. Donc, quelqu'un qui n'a pas ça, il ne peut pas impacter positivement son peuple. C'est clair et net. Donc, un tel individu, à la tête d'un parti politique ou à la tête d'un pays, mais il tire tout droit son pays vers le chaos. Or, un leader à la tête d'un pays, qu'est-ce qu'il fait? Il crée les conditions de bien-être et de mieux-être de sa population à travers la sécurité et la paix qu'il instaure, à travers la mise en place d'infrastructures routières et tout ça, pour permettre la facilité au niveau des déplacements des hommes et des produits, les écoles, les hôpitaux et la révalorisation des salaires. Mais, donc c'est pour ça qu'il importe, je vais terminer, que les leaders politiques aillent à l'école des sciences humaines et sciences sociales. Pour faire de la politique, un bon politicien doit avoir des notions en philosophie, en sociologie, en psychologie,
en métaphysique, décidément, vous en faites égyptologie. Non, mais c'est important. Lorsqu'on est armé avec toutes ces connaissances, mais justement, lorsqu'on est pétri de toutes ces qualités-là, mais on devient forcément un bon leader qui impacte positivement son peuple. Très bien. Monsieur, soit dit en passant, professeur Dion, vous réagirez. Est-ce que, comme Dao Sekou, vous avez l'impression que notre classe politique, notre personnel politique n'est pas lui-même formé et lui demander d'avoir un discours responsable, ce serait trop demandé. Professeur Dion. Sur sa question, j'ai envie de dire oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui entrent en politique sans le background politique, sans la formation politique. Il y en a qui sont jetés ou projetés dans la politique. C'est pour ça qu'on demande aux partis politiques de faire la formation. Et quand, à la fin de la journée, comme vous dites, quand on fait le bilan, ils ont mis l'argent dans tout sauf dans la formation de leurs militants. Exactement. Mais ce que je voudrais dire sur la question fondamentale que vous avez posée, cher Ali, l'État africain, il faut qu'on y pense. Je crois, je peux me tromper, l'un des problèmes sérieux de l'État africain, c'est vrai, c'est notre histoire, mais on est en contexte multi-ethnique. Ça veut dire que nos États sont multi-ethniques. Quand vous êtes à la tête d'un État africain, votre problème, c'est comment vous créez l'homogène, la nation, à partir des nations, parce que pour l'Africain, originellement, sa nation, c'est l'ethnie. Oui. Tout à l'heure, on en a eu, on a eu la preuve. Chez moi, mon leader. Mais, cher Ali, le président Alassane Ouattara, avec tout le Nord, peut former 50 gouvernements. Le président Bédié, le PDCI peut former 50 gouvernements de gens du centre. Le président Gbagbo peut en faire autant pour des BT. Mais nous sommes dans un État multi-ethnique. Et c'est pour ça que le président Houphouët-Boigny dit on fait de la géopolitique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a une partie de la nation qui ne se retrouve pas dans les institutions, il y a de la frustration. Et de la frustration peut naître la révolte. Donc, quand vous dirigez un État africain, sachant que vous êtes en contexte multiethnique, toute la difficulté, c'est comment on fait passer des communautés qui sont mitoyennes, c'est-à-dire qui vivent les unes à côté des autres, à des communautés citoyennes, qui comprennent que le plus important, c'est le vivre ensemble citoyen. Et toute la difficulté pour nos gouvernants, c'est cela. Est-ce que nos gouvernants font l'effort d'expliquer aux populations que nous ne sommes plus mitoyens, mais que nous sommes citoyens et que nous devons voir l'État comme la chose de tout le monde et non pas seulement comme la chose de celui qui gouverne. Très bien, monsieur, je veux bien vous donner la parole, Kabri Yamba, Dr Bangali, mais nous devons marquer une petite pause, on poursuit juste après. Retour sur le plateau de NCI 360 et à présent, on ouvre le chapitre international. Le président comorien Azali Assoumani est le tout nouveau président de l'Union africaine. Il remplace depuis ce samedi le Sénégalais Macky Sall. À ce poste, le passage de témoins a eu lieu à l'ouverture de la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Au total, 35 chefs d'État et 4 chefs de gouvernement ont participé à ce sommet. Les précisions de Salif Yalekwe, on en parle juste après. Les travaux du 36e sommet de l'Union africaine se tiennent en Éthiopie. L'accélération de la mise en place de la zone libre-échange continentale ZLEC et la fin des conflits sur le continent sont les deux grands sujets de ce sommet. À l'ouverture, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a affirmé samedi que le continent avait besoin d'action pour la paix, évoquant notamment la situation du Sahel et dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. En amont du sommet, des échanges ont eu lieu vendredi sur la situation dans l'est de la RDC, en proie aux groupes armés, en présence notamment du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et de son homologue rwandais Paul Kagame. Le chef d'État comorien Azali Assoumani a pris samedi la tête de l'Union africaine, remplaçant ainsi le Sénégalais Macky Sall. À la tête de l'UA de février 2022 à février 2023, le président Sall a plaidé pour l'adhésion de l'organisation au G20, la réallocation des droits de tirage spéciaux, le déblocage des céréales ukrainiennes et a défendu la neutralité du continent dans le conflit opposant la Russie à l'Ukraine. Durant son mandat, il s'est aussi appesanti également sur la transition énergétique juste et équitable, la bataille pour la souveraineté médicale et alimentaire
la lutte contre la violence faite aux femmes et le financement des infrastructures. De Macky Sall, monsieur, vous venez de l'entendre, on retiendra entre autres son leadership, enfin la médiation pour que l'Union africaine ait sa voix dans le conflit russo-ukrainien. Également, il a multiplié les plaidoyers pour l'adhésion de l'organisation au G20. Si vous devriez retenir quelque chose de cette gouvernance de Macky Sall à la tête de l'Union africaine, ce serait quoi, Dr Bangali? Pour moi, il a eu un bilan plutôt en demi-teinte parce que Macky Sall n'a pas posé d'action qui permettent à l'opinion africaine de retenir de manière indélébile dans sa conscience son passage à la tête de notre organisation continentale. Il a été absent sur les conflits majeurs sur le continent qui ont eu lieu sous son mandat. Vous faites allusion à quel conflit? Notamment le conflit inter-éthiopien. On se rappelle qu'à l'époque, la délégation de l'Union africaine qui était allée rencontrer le gouvernement du pays siège a été congédiée. Ils ont refusé de les recevoir parce qu'ils estiment que c'était une affaire entre Éthiopiens. C'est cela. Et donc, l'Union africaine n'avait pas à s'y mêler. Et il n'y a pas eu cette réponse de fermeté de l'organisation continentale dans ce sens. Mais également dans le conflit aujourd'hui qui continue de faire rage entre le Rwanda et la RDC, on n'a pas senti la présence de l'Union africaine et au-delà de cela, il y a eu le conflit entre la Côte d'Ivoire et le Mali qui fait partie quand même de la région de résidence du président de l'Union africaine également qui n'a pas eu une contribution remarquable. Mais au-delà de cela, il n'a pas su se départir de la diplomatie de la main tendue. On l'a vu à plusieurs reprises, que ce soit dans le dossier concernant les droits des tirages spéciaux, notamment à travers le sommet de Paris. Il a encore une fois s'agi pour l'Afrique de se présenter dans les rencontres internationales comme celle qui tend la main pour recevoir ce que certains observateurs ont appelé la politique de la mendicité. Et on a vu le même visage également dans la rencontre qui a eu lieu entre le président Vladimir Poutine et le président de l'Union africaine pour aller négocier des conditions d'approvisionnement de l'Afrique en matière de besoins alimentaires. Et donc, je pense qu'au-delà de tout ce que le président a eu à mener comme plaidoyer auprès du G20 ou en tout cas pour la cause des conditions des femmes, au-delà de cela, je pense qu'il n'y a pas eu véritablement de son passage des faits marquants qui puissent nous donner de garder dans notre conscience collective le souvenir, le bon souvenir de ce qu'il aura engagé comme réforme. Surtout que, je me rappelle à l'époque, en décembre 2021, il y avait un forum sur la sécurité et la paix en Afrique qui s'est tenu à Dakar. Et c'était à 2 mois avant qu'il ne prenne la direction de l'Union africaine. Et il avait eu à faire une allocution disant que ce n'était pas à l'ONU de jouer le rôle de sécurité sur le continent africain quand il y avait des conflits. Donc on s'attendait à ce qu'avec son arrivée à la direction de l'Union africaine, il puisse relancer ce dossier des casques verts de l'ONU, de l'Union africaine, de sorte que ce soit aussi un dispositif de repose, parce qu'à l'époque, la perspective du départ du retrait de la force Barkhane était déjà envisagée. Et donc, on s'attendait à ce que, après ces affirmations lors de ce forum sur la sécurité et la paix, une fois qu'il est aux commandes, ils prennent des mesures, des dispositions pour qu'on réactive les casques verts de l'Afrique, de sorte que dans le conflit aujourd'hui que traverse le Mali, dans le conflit, il y a eu également une intrusion djihadiste au Mozambique. Dans tous ces conflits-là, il y a cette première ligne de réponse qui soit financée en matière logistique, en tout cas, qui soit financée par l'Union africaine pour assumer pour une fois la responsabilité des dirigeants du continent face à ces genres de défis-là. Mais à ce niveau également, il y a eu un silence total et finalement, on est revenu encore une fois à la politique de la main tendue et donc on n'a pas eu vraiment de faits marquants, de réformes marquantes qui puissent nous donner de garder un souvenir positif de son mandat. Landry Couillot, bilan mitigé aussi à vos yeux? Macky Sall a profité de cette année pour rayonner personnellement parlant. Déjà, on ne peut pas lui en reprocher, c'est un homme politique. Et il est à l'image de l'institution qu'il a dirigée. L'Union africaine, ce n'est pas un foudre de guerre. L'Union africaine, c'est une institution, certes, qui réunit des États africains, mais qui n'a pas les moyens de sa politique. C'est la réalité. Donc, et le leadership d'un président de l'Union africaine peut envoyer la structure à avoir ses moyens. Peut-être,
Mais il va falloir aussi se dire, on peut lui reprocher pas mal de choses, mais il arrive dans un contexte où les États africains font un repli sur eux-mêmes pour la question de la Covid, par exemple, où on se replie sur soi-même, on ferme ses frontières. Il y a aussi les conflits où les uns et les autres contestent les frontières. Il y a des tensions un peu partout et il n'a pas forcément les moyens de pouvoir s'en sortir. Lorsqu'on lui reproche le fait qu'il aille voir Vladimir Poutine afin qu'on puisse avoir la possibilité d'être approvisionné en blé, que pouvait-il faire d'autre entre-temps? Il fallait régler une situation là, pertinente, là, sur le moment, avant que de penser à se projeter. Encore que dans la démarche de projection générale ou globale de l'économie africaine, la ZLECAf n'est pas encore opérationnelle. Donc moi, je n'ai pas grand-chose à dire, juste dire que ça lui a permis de pouvoir rayonner en tant que président africain. Ça a permis de mettre le Sénégal à un certain niveau, c'est intéressant. Mais d'un point de vue général, il est à l'image, sa présidence et son leadership est à l'image de l'institution qu'il a eu à présider. Monsieur, autre son de cloche sur le cas Macky Sall, oui, je pense que c'est pas, je suis d'accord avec Dr Landry, ce n'est pas la personnalité de Macky Sall qui est aujourd'hui mise en cause, c'est l'institution même en tant que telle. Et je vais, si vous me permettez, je vais dépeindre un peu de façon générale même mon problème avec les institutions internationales. Vous voyez, après la Deuxième Guerre mondiale, on a mis en place la Société des Nations, devenue plus tard l'ONU. C'est cela. Dans le principe vous nous ramenez très loin dans l'histoire. Voilà, je vous le dis. Mais on a constaté qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, l'ONU s'est approprié le front libéral, c'est-à-dire le bloc libéral, et a commencé à diaboliser les restes de l'autre front communiste et social, comme la Chine et puis les États-Unis, et comme la Russie, le bloc soviétique. Et du coup, l'Union africaine ou la CEDEAO s'est alignée dans cette logique et n'a pas produit concrètement un contenu conséquent, un contenu différent de ce que l'ONU nous a donné de voir en restant figé dans le bloc occidental, en diabolisant tout ce qui est autre réforme, alors que l'UA avait la possibilité de proposer un contenu conséquent. Donc Macky Sall ne fait que répéter la leçon qui est destinée à cette institution qui doit, à partir de ce mandat d'Azali, faire des réformes conséquentes pour qu'on puisse aller vers une institution conséquente. Très bien. Dao Sekou? Oui, Ali, il est bon de faire quand même un bref rappel historique pour comprendre les pesanteurs existantes qui minent le fonctionnement de l'Union africaine. Tout commence en 1963, lorsque 32 chefs d'État, sous l'impulsion du Ghanéen Kwame Nkrumah, se réunissent pour penser la création de l'Organisation de l'Unité africaine, qu'on appelle l'OUA, dont l'objectif était de lutter, de mettre en avant l'Afrique, de mettre en avant l'Union africaine, la solidarité entre les Africains. On sortait de la colonisation, donc cette organisation venait à point nommé pour permettre le processus de décolonisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, les colons, les forces coloniales existantes, ont créé des clivages au sein de l'OUA qui ont empêché la très belle idée du début de prendre forme. Donc les chefs d'État qui étaient dans cette union-là n'ont pas pu véritablement mettre à profit leur bonne idée qui était de lutter contre les coups d'État et de créer les conditions du bien-être des pays membres. C'est dans ce contexte qu'en 1999, les gens se réunissent à Sirte, la délégation de Sirte, pour penser le projet de création de l'Union africaine sous le colonel paix à son âme, Muammar Kadhafi, dont l'objectif était quoi? De recréer, ayant constaté que l'OUA était pratiquement à faune et à tonne, ils ont décidé de mettre sur pied l'Union africaine pour permettre aux Africains de prendre leur destin en main en faisant la promotion des pays africains eux-mêmes. Bon, et en 2002, l'Union africaine a vu le jour. Mais qu'est-ce qui se passe? On constate aujourd'hui que la guerre froide n'existe plus, mais les deux blocs existent de façon sibylline. Oui. On a le bloc occidental et le bloc russe aujourd'hui au sein de l'Union africaine. Dans un tel contexte, il est difficile de faire chemin ensemble. Il y a certains qui rament à contre-courant de la vision principale même de l'Union africaine. Parce que chacun, à son sein, préserve ses intérêts par rapport à leur mandat. Dans un tel contexte, il sera difficile, quelle que soit la personne qu'on va porter à la tête de l'Union africaine, de réussir à déployer véritablement son programme d'action. Parce qu'il aura, d'une façon ou d'une autre, l'influence de ces mandats. Donc, pour revenir à Macky Sall,
Il a fait ce qu'il pouvait faire, un bilan mitigé. Il a quand même assisté à des réunions internationales. Il est allé voir le président russe Vladimir Poutine. Mais sur le plan sécuritaire... Il a aussi été voir Zelensky. Hein? Zelensky également. Mais sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup à redire. On a vu que l'Union africaine était pratiquement à faune sur la crise au Mali. Même actuellement, la crise entre le Rwanda et le Congo, on n'a pas vu véritablement la présence de l'Union africaine. On a l'impression que l'Union africaine est une coquille vide. Elle voulait se faire la copie de l'Union européenne, mais en apparence, c'est une copie pâle de l'Union européenne. On espère. Il y a beaucoup de chemin à faire pour arriver au niveau de l'Union européenne. Professeur Dion, vous riez? Oui, je ris. Je ris parce que, oui, il y a beaucoup de chemin à faire. Ah oui. Mais la première des choses à faire, c'est la volonté. C'est de s'autodéterminer? C'est la volonté. Il faut que ces chefs d'État aient la volonté d'eux. Il a bien décrit... Est-ce que la volonté seule suffit? Quand on sait que de grandes organisations, des institutions comme l'Union européenne, tout ça commence pèse, par la volonté. Il a dit, sont fragiles. Tous ces chefs d'État qui sont là, ils ont leurs influenceurs dans le monde. Et il ne le faut pas. Ils ont leurs influenceurs. Donc, ils ne peuvent pas décider souvent en toute liberté. Il faut le comprendre parce que ça dépend aussi de leur situation. Mais quand on construit une organisation comme l'Union européenne, qui a commencé depuis longtemps à la Communauté économique européenne, c'est autour de valeurs. Quelles sont les valeurs communes de ces pays africains représentés par ces chefs d'État? Si on identifie clairement les valeurs que nous voulons proposer au monde, valeurs que nous sommes prêts à défendre à tous les prix, je pense qu'on aura déjà commencé à faire le chemin. Sinon, tous ceux qu'on va désigner comme président, le Comorien qui prend, après l'autre qui va prendre, il va rester dans la gestion des urgences continentales. Très bien, monsieur, on a parlé de Macky Sall. Macky Sall a un challenger dans son pays, vous le savez, il s'appelle Ousmane Sonko, il est à la tête d'une coalition. Yehui Askanui, je pense que je prononce bien. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. L'opposant sénégalais, donc Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor, par ailleurs candidat déclaré à la présidentielle de 2024 au Sénégal, a été extrait de son véhicule par des forces de sécurité. Ces incidents ont eu lieu après le report d'un procès concernant évidemment Ousmane Sonko. Les images et le commentaire de Salif Yalekoué, commentaire juste après. L'un des chefs de l'opposition sénégalaise a été sorti de force de son véhicule jeudi par les forces de sécurité à Dakar, dans une nouvelle confrontation tendue entre l'opposant et le pouvoir à un an de la présidentielle. Les images diffusées en direct sur les réseaux sociaux montrent des hommes en uniforme briser la vitre de la voiture à l'arrière de laquelle se trouve l'opposant. Face à son refus de sortir, ils actionnent de l'extérieur l'ouverture de la portière et l'extraient en le tirant par le bras. Cette scène s'est produite dans un climat de tension grandissante à un an de la présidentielle, dans un pays réputé pour sa stabilité dans une région troublée. Elle a eu lieu où Ousmane Sonko a comparu devant le tribunal dans une affaire dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle. Les forces de l'ordre déployées en nombre autour du tribunal dans le centre de la capitale ont lancé des grenades lacrymogènes contre une centaine de partisans de l'opposant qui voulaient suivre le procès. Les jeunes se sont provisoirement dispersés dans les rues adjacentes. Ce nouveau rendez-vous avec la justice pour M. Sonko, troisième à la présidentielle de 2019 et candidat déclaré à celle de 2024, a donné lieu à un important dispositif policier, comme à chaque fois qu'il a été convoqué depuis 2 ans. Le maire de Ziguinchor crie pour sa part au complot destiné à l'écarter de la présidentielle et à l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir du président Macky Sall. Il a réagi à travers une vidéo postée via les réseaux sociaux. Les prochaines élections présidentielles ont été fixées au 25 février 2024. Pour l'heure, le président actuel Macky Sall ne s'est pas prononcé sur sa participation ou non à cette échéance. Monsieur, après d'un an de ce scrutin présidentiel aux enjeux multiples dans ce pays frère qu'est le Sénégal, cet incident suscite beaucoup d'indignation. Réaction, commentaire, analyse, Landry Couillot? Déjà, il faut situer ou présenter les acteurs.
Macky Sall, président de la République sénégalaise, a pour lui une partie de la classe politique de l'intelligentsia sénégalaise qui lui propose un nouveau mandat, qui serait le 3e, avec tout l'argumentaire intellectuel et juridique qui va avec. Mais il a en face de lui un véritable challenger. Il a en face de lui quelqu'un. Il a en face de lui quelqu'un qui, il y a 10 ans, n'existait nulle part, mais qui n'était qu'un simple fonctionnaire des impôts, lequel a démontré depuis sa base en tant que fonctionnaire qu'il avait une vision très claire du pays qu'il veut gouverner. C'est le monsieur qui n'a pas hésité à risquer son poste en se faisant exclure de l'administration publique parce qu'il dénonçait le pillage des ressources et des richesses de son pays. C'est quelqu'un qui a ringardisé tout le pont de la politique malienne. Vos yeux semblent scintiller d'admiration. Non, je suis... D'admiration pour lui. J'ai une admiration particulière pour lui, mais lorsque je fais le parallèle avec ce que nous avons là, je me dis, ils ont au moins la chance d'avoir une opposition pour de vrai. Car c'est sous son leadership à lui que nous avons eu en juillet 2022 des résultats intéressants au niveau des législatives au Sénégal. Où le parti au pouvoir a été mis en difficulté. Absolument en difficulté, lorsqu'ici, on a plutôt une opposition qui est moribonde parce que inexistante et qui va jusqu'à adouber le candidat de l'opposition. Là, vous n'êtes pas un peu dur, non, là je dis tout simplement que... Vous allez fort, hein, ce soir. Non, j'ai dit les choses telles qu'elles sont. J'ai dit que le Sénégal a la chance de faire l'expérience de la démocratie. On peut reprocher à M. Sanko de pouvoir flirter avec le populisme et le radicalisme, c'est vrai. Mais il a au moins le mérite de construire une véritable opposition qui fait que nous pouvons espérer avoir une bataille politique et démocratique tout à fait admirable entre lui et M. Macky Sall à l'effet de pouvoir désigner le président de la République au Sénégal. Pour les scientifiques que nous sommes, nous disons ça c'est intéressant. Il y a une vitalité politique là-bas et qui est intéressante à pouvoir juger. Maintenant, pour savoir est-ce qu'ils ont fait un peu trop, moi je ne serais pas de celui qui ferait pareil que lui parce qu'il scénarise un peu trop l'action politique à son niveau-là, à l'effet de porter le regard sur lui. Sinon, il suffit de le lire, parce qu'il écrit, à la différence de bon nombre d'entre nous qui n'écrivent pas. Il produit. Il a des idées intéressantes. On peut y mettre quelques réserves, mais il incarne l'homme politique nouveau, tout en espérant que lorsqu'il parviendrait un jour, Inch'Allah, s'il vient au pouvoir, de pouvoir faire ce qu'il décide de faire parce qu'il est présenté comme monsieur propre. Il ne faudrait pas qu'il fasse autant que ceux qu'il conteste et qu'il combat aujourd'hui. Cabré ? Avant d'en arriver à son élection, moi je veux d'abord qu'on parle de l'incident. En fait, oui, bien sûr. Ouais, c'est l'incident d'abord. C'est l'objet. L'objet, c'est cet incident-là. Et je parle sous le contrôle des juristes qui sont là. Moi, j'ai un problème avec... je n'ai pas de problème par rapport au 3e mandat au nom de Macky Sall. Mais j'ai un problème avec l'instrumentalisation de la justice par rapport à Sonko. C'est-à-dire, on a l'impression que la justice, il y a un harcèlement, comment on appelle, un déferlement contre la personnalité de M. Sonko pour faire, en fait, coûte que coûte, un candidat inéligible aux prochaines élections. Et les incidents qui viennent sont des petites ramifications de cet acharnement sur la personnalité de M. Sonko. En Afrique, très souvent, la justice est utilisée comme moyen politique pour discréditer ou pour éliminer des candidats. Et c'est ce que cette personnalité est en train de subir depuis un certain temps. Et cet incident est malheureux parce que le Sénégal, nous l'oublions pas, est un modèle démocratique en Afrique. C'est un exemple qui est cité en Afrique. On a vu le temps de l'opposition de Abdoulaye Wade jusqu'à son élection. Le Sénégal, c'est l'un des rares pays en Afrique qui n'a pas connu de coup d'État militaire et qui n'a pas encore entamé, en tout cas, disons-le, une situation à part... le Casamance, la situation, mais c'est géré. Il n'y a pas un pays qui a des conflits politiques, communautaires, militaires liés à la politique. Et aujourd'hui, on est en train de préparer... Quand vous dites harcèlement,
D'un côté, on vous dit qu'il y a quand même des accusations graves à l'encontre d'Ousmane Sonko, notamment une accusation de viol. Tout à fait. Mais ce que je veux dire... Est-ce que parce qu'on est candidat à une présidentielle, finalement, même quand on est accusé de crimes comme un viol, on doit être exempt de reproches, la justice, la sécurité doit nous laisser faire, aller et venir. On ne peut pas être exempt de reproches quand on a des choses à se reprocher. C'est normal que la justice... Non, là encore, on n'a pas de preuve qu'il a des choses à se reprocher, mais la justice estime... Voilà, la justice fait son travail. Voilà. Là, c'est normal. Mais est-ce que c'est ce que vous interprétez comme un harcèlement? Non, s'il n'avait pas manifesté ses ambitions politiques, on n'en serait pas là. Qu'est-ce que vous en savez? Mais, en fait, j'ai bien l'impression que cet exercice-là n'est pas facile. Hein? Bon, faisons un parallèle avec notre pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a des gens qui sont en situation de... Comment on appelle? Pas tout à fait. Je prends le cas du président Sall Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo qui reviennent acquittés de la CPI, mais qui ont des dossiers judiciaires en attente, de façon latente. Imaginez qu'en 2025, ces personnalités commencent à avoir des ambitions politiques et on ressort ces dossiers judiciaires-là pour entraver les candidatures. Alors qu'aujourd'hui, ils sont tranquilles, des citoyens normaux. Bon, là, on est dans l'expectative. Donc, si cet élément ressort, je veux pouvoir prendre ça comme un harcèlement judiciaire contre les ambitions politiques. En fait, un supposé, c'est relatif. Franchement, supposé. Donc, très bien. Pour Sonko, je pense qu'il y a quand même anguille sous roche. Professeur Dion? Oui, d'abord, ça ressemble à du harcèlement. Le fait, ce n'est pas qu'on lui demande d'aller rendre compte, mais c'est lorsqu'il y a tout ce qu'on voit là, et lui aussi, il est tellement malin qu'il théâtralise tout ça, parce que quand il va répondre devant la justice, il va avec tout son peuple, et donc et le pouvoir et Macky Sall tombent dans ce jeu, ça fait que ça lui donne du prestige et ça lui donne encore plus de popularité. La deuxième chose, oui, je suis d'accord avec Landry. Son combat offre une alternative. Et dans un État démocratique, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les gens aient une alternative. C'est important. Et Sonko est de son époque. Quand je dis il est de son époque, mais il est de l'époque des réseaux sociaux. Oui. Avec tous ces jeunes-là. Sonko est, oui, populiste, c'est son époque. Il est souverainiste, mais c'est son époque. C'est ça qui mobilise aujourd'hui les jeunes Africains. Il est anti-système. C'est ça qui fait sa force. Et donc, il joue là-dessus. Moi, la question que je me pose sur Sonko, je ne le connais pas particulièrement, je ne connais pas son équipe. Est-ce qu'il est prêt à gouverner un pays comme le Sénégal? Exactement. Maintenant, je terminerai sur le président Macky Sall, qui est venu au pouvoir exactement dans les conditions qui sont à peu près les mêmes que celles qu'il est en train de vouloir créer. Troisième mandat, est-ce qu'il y a une mobilisation autour de lui pour dire le Sénégal a une tradition démocratique d'alternance? On a parlé d'alternance piégée, c'est un livre qui a été écrit par un Sénégalais à l'époque. Je veux rappeler, avec votre permission, cher Ali, à Macky Sall, cette histoire que j'ai lue dans un livre écrit par Laurent Gbagbo. L'histoire de la fourmi sur le fromager. Laurent Gbagbo écrit dans Sundiata Lion du Manding qu'il était une fois une fourmi sur un fromager et la fourmi dit « je suis géante ». Et Laurent Gbagbo dit « non, ce n'est pas la fourmi qui est géante, c'est le fromager qui est géant ». Au président Macky Sall et à tous les autres chefs d'État habités par les mêmes velléités que lui, je veux dire que ce n'est pas eux qui sont géants, c'est le peuple qui donne le pouvoir et qui rend géant. C'est mon dernier mot. Très bien. Dao Sekou. Merci bien, Ali. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une sorte d'instrumentalisation de la justice. Je ne pense pas que Macky Sall veuille réduire à la portion congrue le jeune opposant Sonko. Il faudra que Sonko sache qu'il y a deux dimensions dans le pouvoir que beaucoup de gens ignorent. Il y a la dimension physique que nous voyons avec tout le faste qui va avec les titres président, ministre, président de l'Assemblée nationale. Et puis il y a la dimension spirituelle du pouvoir. Il faut que ce soit clair. Quand je parle de la dimension spirituelle, je ne parle pas de cette spiritualité lugubre, au contour sombre, avec son lot de crimes, de sang, de rituels et tout ça. Non. Et vous pensez que M. Sonko n'a pas ce... Je parle de la spiritualité blanche, lumineuse, où on fait corps avec Dieu, le maître des temps et des circonstances. Et cela requiert certaines attitudes
et certaines aptitudes. Malheureusement, en Afrique, tout le monde veut être président. Tout le monde veut diriger. Tout le monde a le droit de vouloir être président. Oui, dans un premier temps. J'ai envie de vous dire. Selon la Constitution. Non, selon la Constitution. Voilà pourquoi j'ai évoqué l'autre dimension du pouvoir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a ses potentiels aussi. Hein. Lorsque on ne maîtrise pas les deux dimensions et qu'on s'évite dans l'arène politique, on s'attire des problèmes. Ça, c'est un cours d'ésotérisme. Hein? Non, pas. Qu'est-ce que vous avez? Oui, non, en fait. S'il vous plaît, laissez-moi allez au bout de votre laissez-moi au bout, développement, allez-y. Ouais, c'est dire quoi? Il est bien d'avoir des ambitions, mais il faut que ces ambitions répondent à certaines aptitudes et attitudes. Je ne suis pas contre Sonko. Question cash. Est-ce que vous avez l'impression que l'ambition d'Ousmane Sonko ne répond pas aux aptitudes que vous définissez? Pour quelqu'un qui a envie de diriger un pays aussi fortement spiritualisé que le Sénégal, il me semble trop euphorique, trop jeune, à la limite même de la naïveté, pour diriger le Sénégal à l'heure actuelle. Est-ce que la jeunesse est un frein? Non, pas du tout. Est-ce que la fougue, la vigueur... Non, pas du tout. Mais tout à l'heure, vous l'avez signifié. Il a été entendu pour des problèmes de viol. Non. Et justement, en 2021. Et ce sont des allégations. Ce sont des allégations. Oui. Pour l'instant, la justice n'a pas encore prononcé son verdict. Hein. Non, je viens. Non, je n'ai rien contre Sonko. Mais j'ai dit, au-delà de Sonko, je parle de tous ceux qui aspirent à diriger. Voilà, Sonko n'est que l'élément sur lequel je m'appuie pour parler. Mais je dis que si on veut diriger, que ce soit un poste de président ou un poste de ministre, il faudrait qu'on ait ces valeurs en nous qui puissent nous permettre de mener à bien notre mission. Parce que le pouvoir, il y a deux dimensions. Une seule dimension ne suffit pas. Il faut avoir les deux pour pouvoir porter haut le flambeau du pouvoir. Sinon, on s'attire des soucis. Très bien. Docteur Bangali, je m'inscris en faux par rapport à cette analyse. Pour une simple raison, c'est que justement, le Sénégal, c'est le pays où, historiquement, disons que les référents religieux ont toujours pris le soin d'éviter de s'immiscer dans la politique. Alors, si quoique dans l'ombre, ils sont quoique peu influents dans l'ombre. Hein. Je vais en arriver. Si on partait de ce principe, Senghor, qui était catholique, n'aurait jamais pu diriger un pays qui était à 97% au moins mouride, donc musulman. Et puis au-delà de cela, à l'approche de chaque élection, il y a une pratique là-bas qu'on appelle le ndigel. Le ndigel, c'est une sorte de consigne de vote émis par le grand calife des mourides qui demeure à Touba, le cheikh Touba. Et donc quand il émet le ndigel qui est un édit, c'est une consigne de vote qui fait basculer automatiquement tout le collège électoral en faveur du candidat qui a bénéficié de ce ndigel-là. Et quand ça approche, chaque état-major politique fait le pied de grue à sa résidence à Touba en espérant avoir un signe symbolique venant de ce cheikh Touba-là en faveur de son candidat. À l'époque, on a appelé le président Abdoulaye Wade le président talibé parce qu'il s'est constitué disciple le plus humble de ce cheikh Touba pour espérer avoir ce ndigel en sa faveur. Mais à chaque fois, quand ces porte-paroles prennent la parole, ils disent que dans chaque état-major politique se trouvent des disciples du cheikh Touba. Donc, au nom de quoi il peut se prononcer en faveur d'un tel candidat ou un tel autre. Donc, je pense que justement, le Sénégal, c'est le pays où justement, vraiment le religieux prend le soin de ne pas s'immiscer dans le jeu politique. Au-delà de cela, concernant l'actualité, je pense que il y a un bras de fer clair entre le pouvoir et le principal opposant. Il y avait déjà eu des violences autour des déplacements au palais de justice de Ousmane Sonko, parce que chaque fois qu'il a été convoqué, il a invité son monde à l'escorter jusqu'au palais, au palais de justice. Et à plusieurs reprises, il y avait eu ces émeutes-là déjà par rapport à la première affaire avec Adji Sarr, qui avait entraîné 10 morts, parce qu'il y a eu des attroupements du même genre. Et c'est une deuxième affaire aujourd'hui qui est activée, ou en tout cas qui a cours contre lui. Et dans cette même affaire, il y a eu la même configuration. Il s'agissait pour le pouvoir surtout de signaler à Ousmane Sonko que malgré le fait que chaque fois qu'il va au tribunal, il se déplace avec sa foule de partisans, s'ils voulaient l'extirper de son véhicule, l'arrêter, ils avaient la latitude de le faire. Parce que quand le convoi a été bloqué,
Le GIGN, qui était chargé d'escorter l'opposant à son domicile, avait la latitude de débloquer la voie. Au lieu de cela, ils ont choisi d'aller l'extirper. Donc, c'est une sorte de simulation. C'est une image, en tout cas pour moi, prémonitoire, qui parle très haut, qui signale que si nous voulons, malgré que chaque fois qu'il est convoqué, il vient avec son monde, si on veut l'arrêter, on peut le faire, et ils l'ont démontré en direct qu'ils pouvaient le faire. Et puis, au-delà de cela, pour finir sur ça, aujourd'hui, nous sommes à 1 an des élections présidentielles, et quand vous regardez aujourd'hui au Sénégal, il y a 2 tableaux. Le principal opposant aujourd'hui est en train de crouler sous les affaires judiciaires parce que c'est la 2e affaire. Et donc, au lieu d'être en ce moment en train de préparer avec son état-major de manière sereine la bataille électorale, parce qu'il faut installer les comités de campagne, il faut penser la stratégie d'approche du terrain, aujourd'hui, toute son attention est mobilisée par des affaires qui n'en finissent pas. Et en face, vous avez le président sortant qui est en tournée de pré-campagne, parce qu'il est en train de faire ce qu'ils appellent là-bas des tournées socio-économiques dans toutes les capitales de région. Il y a pratiquement 3 semaines, il était à Tambacounda, une capitale régionale, et il y a seulement 1 semaine, il était à Thiès. Et quand il arrive là, il fait des inaugurations, c'est bien, c'est vrai, mais au-delà de ça, ils font des conseils des ministres délocalisés, mais en plus, il annonce des investissements. À Thiès, il a annoncé pour 1500 milliards d'investissements sur la période allant de 2023 à 2025. Si on part du principe qu'il quitte le pouvoir en 2024, pourquoi il annonce des investissements portant sur la période de 2023 à 2025? Donc, pour moi, clairement, il est en pré-campagne. Donc, pendant que toute l'attention, toute l'énergie du principal opposant est, je dirais, aspirée par les affaires judiciaires, et donc qu'il empêche de préparer l'échéance en face, vous avez le président de la République sortant qui est pratiquement en pré-campagne. Et je pense que c'est cette image aujourd'hui de l'opposant qui a les mains liées, qui a pratiquement la bouche fermée, qui a une image plutôt négative pour la démocratie, la jeune démocratie sénégalaise. Très bien. Monsieur, à présent, les cartons de la semaine, juste après ceci. Au pas de charge, nous allons courir donc pour attribuer les cartons. Professeur Dion, on commence avec vous. Ah oui? Alors, 2 cartons. Oui. Le carton vert que j'ai promis à Mawa S. Bakayoko. Une écrivaine ivoirienne. Qui a fêté sa décennie littéraire. Je lui avais promis ce carton. Eh bien, je le fais aujourd'hui. Elle le mérite bien, en tout cas. Félicitations à Mawa Bakayoko. Alors, ce carton rouge, une fois n'est pas coutume, il y a beaucoup de demandes d'amitié. Oui. Mais quand vous demandez l'amitié sur Facebook, il faut qu'on sache qui demande cette amitié. Trop d'anonymat. Mais quelle est l'identité de celui qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de visage et qui n'a pas de nom? Je ne peux pas vous répondre. Et je ne peux pas accepter que vous rentrez chez moi, dans mon intimité, quand je ne sais pas qui vous êtes. Chez moi, à l'Ouest, on dit, quand on vous appelle, vous répondez « me voici ». Je leur demande de répondre pour que je puisse les faire entrer dans mon intimité. La leçon est bien rentrée. Merci, professeur Dion. Cabri, en bas. Oui, 2 cartons. Je vais commencer par le jaune. Attribué à qui? Le carton jaune attribué au Premier ministre burkinabé Apollinaire Kyelem de Tambela, qui, après une rencontre avec les patrons de presse, a estimé que, vu la situation de la guerre, le gouvernement ne peut pas continuer à accompagner financièrement cette institution, ces entités, parce que la priorité est réservée aux achats d'armes et de munitions pour combattre le terrorisme. Et je pense que la guerre se gagne avec les armes, mais plus avec la communication. Donc il n'y a pas de raison qu'on mette sous boisseau la presse pour privilégier la violence pour gagner une guerre. Très bien. Le vert pour qui? Le vert pour mon docteur... Professeur Dion. Professeur Dion Yodé. Je l'ai promis à mon styliste, modéliste, Saint-Jo, qui... En principe, pas de publicité, mais bon, vous l'avez déjà fait, vous l'avez glissé. À notre insu, on va faire comme si on n'a rien entendu, on n'a rien vu. Landry Couillot, très rapidement. Alors, très rapidement, je voudrais faire remarquer qu'il y a une communauté de fans de cette émission. Et tous les jours de la semaine, on en est interpellé.
interpellé, ça fait vraiment plaisir parce que ce n'est pas notre personne. C'est qu'il y a des personnes qui s'organisent avant l'émission, ils font le débat parce qu'ils ont des sujets. Pendant l'émission, ils font le débat et même après l'émission, ils font le débat. C'est l'objectif ? L'objectif est réussi parce qu'enfin, il se dégage dans notre société une société où le débat, l'argumentaire devient le principal outil de prise de parole et d'action politique. Et je voudrais à ce titre-là féliciter M. Fofana, agent de sécurité et que je rencontre tous les jours au plateau. Cher frère, merci pour cette initiative. Merci beaucoup. Dao Sekou, le vert pour qui ? Oui, pour le gouvernement ivoirien. Pour quelle initiative ? Oui, par rapport à l'accueil des réfugiés dans le département de Ouangolo. Vous savez, avec la crise sécuritaire... Les réfugiés burkinabés ? Exactement, burkinabés, qui accourent actuellement au Burkina. 8700. Le gouvernement a quand même accueilli à bras ouverts ces milliers de personnes qui ont trouvé en la Côte d'Ivoire cette aide d'asile, cette aide hospitalière depuis des lustres. Donc, carton vert au gouvernement. Deuxième carton, au ministre Kakabé, tout à l'heure... Toujours vert ? Oui, Landry tout à l'heure l'a évoqué. Ministre de la Réconciliation nationale ? De la Réconciliation. Il faut dire que la tâche de réconcilier les Ivoiriens n'est pas une tâche aisée. Elle est très ardue. Et il faut quand même lui reconnaître que depuis qu'il est à la tête de ce ministère, il fait mains et pieds quand même pour réussir, tant bien que mal sa mission. Donc, carton vert. Mon dernier carton, c'est à tous les fans de cette émission. Il y en a beaucoup. Principalement à mon frère du côté de Yamoussoukro, Traoré Mamadou. Il se reconnaîtra. Carton vert pour ce dernier. Très bien, merci beaucoup. Docteur Bangali Ngoran. Oui, 2 cartons. Un carton, on commence par le plus mauvais, le carton rouge. C'est pas dans vos habitudes d'être méchant. mais comme ce sont des faits Une fois n'est pas coutume, relativement graves, carton rouge aux obstructions qu'on a pu commenter, notamment à Kani contre le PPACI et son porte-parole. Je pense que ce sont des mauvais souvenirs qu'on devait pouvoir dépasser aujourd'hui. La Côte d'Ivoire doit démontrer qu'on a su tirer des leçons de notre passé. Et il faut reformer notre perception du jeu politique. Et si nous devons rester prisonniers de la conception ethniciste et régionaliste du jeu politique, c'est qu'on n'a rien appris des différentes contingences qu'il y a eu dans le pays et qui ont entraîné des morts. Alors, carton vert pour le gouvernement ivoirien, notamment pour l'intégration du FEMUA sur le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que cette mesure-là va permettre de faire sortir un peu les événements culturels de leur dimension, je dirais, d'organisation à partir de la débrouillardise des initiateurs. Et ça va permettre aussi de créer toute une économie, on l'espère, autour de l'événement qui impliquera, au-delà des prestations artistiques au niveau d'Abidjan, qui sont en train de s'étendre vers les villes de l'intérieur, pouvoir créer aussi des intérêts liés à la restauration, des intérêts liés, vraiment, qu'on puisse créer une économie, une industrie autour de cet événement-là. Pourquoi pas un peu sur le modèle du Massa. On l'espère, on le souhaite. Vivement. Quand on verra vous, chers invités, professeur Simplicio Dédion, Cabré Yamba, Landry Couillot, Dao Sekou, docteur Bangali Ngoran, carton vert à tous nos téléspectateurs et internautes, carton vert à tous les amoureux de la liberté d'expression, amoureux du débat. Vous êtes avec nous nombreux tous les dimanches soirs. Comme le disait docteur Bangali Ngoran, dans ce pays, on a expérimenté la diabolisation, la méchanceté, on s'est montré de part et d'autre, on s'est regardé en chien de faïence. Il est temps de se parler, de s'écouter, de se comprendre pour l'avenir de ce pays. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous dimanche prochain. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.